Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui je reçois Claire Cahu qui est monteuse son. Bonjour Claire et merci de me recevoir pour cette interview. Bonjour Florian. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter afin que les auditeurs sachent qui se cache derrière cette voix ? Donc bonjour, je suis Claire Cahu, je suis monteuse son pour le cinéma en particulier depuis 12 ou 13 ans. Et voilà, c'est un métier que je veux faire du son au cinéma depuis que j'ai 10-11 ans, puisque je suis en même temps extrêmement sensible et à la musique et au cinéma. Et c'était à cet âge-là ce qui me paraissait être merveilleux à faire. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous vulgariser ce métier de monteuse son ? Donc le montage son est une des étapes de la post-production et c'est l'étape qui suit le montage image. Sur un tournage, le son qui va être capté est assez centré sur les voix et on va contrôler le plus possible le contexte sonore du tournage. On va arrêter la circulation, on va éviter qu'il y ait des avions, bref, on va appauvrir le plus possible le contexte sonore pour que, après, nous puissions construire autour des personnages le monde qui leur correspond le mieux. C'est donc une étape où on va rajouter ou enlever des sons pour du coup construire au mieux ce monde sonore que nous voulons. Pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales nécessaires dans cette profession ? Je pense que pour faire du montage son, il faut déjà avoir une oreille. Avoir une oreille, ça ne veut pas forcément dire avoir l'oreille parfaite, l'oreille juste, c'est toujours mieux. Moi, j'ai fait de la musique beaucoup, donc je sais que ça m'aide beaucoup dans mon travail. Mais avoir une oreille, c'est aussi avoir une écoute. C'est-à-dire être toujours vigilant quand on est à l'extérieur, aux sons qui nous entourent, vigilant aux voix de ceux qui nous entourent, de ceux qu'on entend, mais aussi vigilant aussi de ce qu'on nous dit, de ce qu'on doit recevoir, de comment on parle, de comment on s'exprime avec les autres, quel est le type de voix que l'on prend. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que pour ce travail, l'écoute est centrale. Voilà. Et l'écoute, elle va cibler plusieurs choses. Elle va cibler le fait soit d'écouter, le fait d'être écouté et le fait de s'écouter soi. Voilà, c'est tout ça qui va amener à pouvoir accompagner le mieux possible des personnages dans une fiction. Ok, très clair. Pour revenir un peu plus dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et du coup plus particulièrement vers le métier de monteuse son ? Alors ce qui m'a poussé à aller au cinéma, aller dans un métier du cinéma, c'est que j'avais un père qui était très, très cinéphile, voilà, et qui m'a fait découvrir beaucoup de films. J'avais la chance de ne pas travailler le mercredi, de ne pas avoir d'activité pendant longtemps, en tout cas le matin, donc je regardais un film tous les mercredis matins, à partir de mes 8-9 ans, et de manière très large, ça allait de films de western à des blockbusters, à des Tarkovsky, c'était un panel très large. Donc ce qui m'a fait quand même apprécier le cinéma très tôt. La deuxième chose, c'est que j'ai donc fait de la musique depuis mes 7 ans. Et cela, jusqu'à au moins mes 18 ans de manière, j'allais dire régulière, mais je pense encore aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est que j'étais une petite fille qui ne dormait pas bien quand elle était petite, donc j'écoutais beaucoup de bandes-son. Et de bandes-son d'histoire, mais aussi de bandes-son, puisque ça existait à l'époque, de dessins animés de Walt Disney. Et c'était les bandes-son, c'était pas les chansons, c'était vraiment les bandes-son, c'était le film, mais que en sonore. Et du coup, j'ai découvert beaucoup de films, et ça n'existe plus maintenant, mais j'ai découvert beaucoup de Disney comme ça, et du coup, j'avais
voilà, j'avais une oreille qui se musclait beaucoup, quoi, qui travaillait beaucoup, les sons, les voix, la musique, comment ça s'enchevêtrait. Bon, sur ces films particuliers, mais en vrai, je pense que ça m'a pas mal, voilà, ça m'a pas mal guidée, en fait. Pour moi une porte d'entrée, le son, euh, qui du coup a été beaucoup plus sollicitée. Mon oreille a été beaucoup plus sollicitée que ma vision. Ok, donc forcément dans les domaines du cinéma, tu t'es pas posé de questions, c'était forcément le domaine du son qui t'intéressait. Ouais. Très bien. Et du coup, quel cursus tu as suivi et qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui voudrait faire ce métier? Comme je savais depuis très longtemps que je voulais faire ce métier, j'ai essayé de prendre la voie la plus droite. Je sais pas, voilà. Fille de prof. Donc, donc j'ai fait une seconde audiovisuelle. Et puis après, j'ai fait donc je ne suis pas restée en audiovisuel parce que je savais que je voulais faire du son. Il fallait donc que je fasse des maths. Et les audiovisuels n'étaient pas... L'option audiovisuelle en option S n'existait pas vraiment. Donc j'ai arrêté l'audiovisuel, mais j'ai continué évidemment à regarder des films et à avoir ça en objectif. J'ai fait une prépa cinéma dans la section son qui existe à Nantes et je suis rentrée à la FEMIS. Voilà. Et après, j'ai fait des films. Parce que tout ce parcours-là vous amène à rencontrer beaucoup de gens. C'est la chance aussi de ce parcours-là qui vous amène à travailler sur plein de projets. Et j'ai commencé vraiment très longtemps. J'ai fait beaucoup de courts-métrages. Moi, j'ai commencé par le court-métrage. Il n'y avait plus vraiment d'assistanat. Personne. Donc, s'il y avait de l'assistanat, mais en tout cas, moi, on m'a dit, allez, lance-toi. Et donc, j'ai fait, voilà, je pense que 40, 50 courts-métrages qui m'ont permis de brosser dans des genres très, très différents. Ce que c'est que le montage son, et il y a des codes dans le montage son, donc voilà. Et du coup, c'est le même parcours que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui veut se lancer dans ce métier? Ça, j'en sais rien. C'est celui qui m'allait. Ok. Parce que j'étais plutôt, voilà, j'étais une bonne élève, donc j'ai fait, voilà. Ce parcours, il m'a pas empêché, en tout cas, puisque je savais ce que je voulais faire, d'être ambitieuse ou d'essayer de prendre le mieux de toutes les étapes. Donc, oui, non, ça dépend vraiment des personnalités. Il y en a qui vont être musiciens pendant très longtemps et qui vont se lancer là-dedans et ils ont une telle oreille que ça marcherait bien. Enfin, je ne pourrais pas conseiller un parcours. Par contre, je pense que c'est un métier qu'on apprend, et je pense que le métier de cinéma, peut-être même tous les métiers, mais on les apprend par l'expérience. On apprend en faisant. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu besoin de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de films pour pouvoir m'assurer, pour pouvoir me dire « Ah tiens, je tiens quelque chose, c'est peut-être ça le montage son, peut-être pas, peut-être voilà. » Ok. Et du coup, comme tu es dans ce milieu depuis des années maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton évolution professionnelle? Et ben c'est un peu comme c'est un peu mon évolution, elle est un peu comme mon parcours, comme mon parcours d'études. C'est que en fait, ça se goupille assez bien. Donc beaucoup de courts-métrages qui m'ont permis donc d'aborder des comédies, des films de science-fiction, des films de KPDP, des choses très très variées, des films beaucoup plus, j'allais dire sérieux, mais c'est pas le bon terme, mais en tout cas avec une narration plus classique, voilà. Et puis à force de faire, les portes s'ouvrent, les réalisateurs qui font leur premier cours font leur long, et puis ils ont des amis, et puis des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien, et puis là au fur et à mesure, avec l'arrivée des séries, les équipes, en long métrage et en série, on commence à travailler en équipe. En court métrage, on est seul, souvent, en son. Mais en long métrage, on commence à avoir quelqu'un qui va s'occuper particulièrement de la voix, des paroles des acteurs. L'autre qui va s'occuper, ce serait moi, du montage son, donc tout ce qui est autour de tout ça. On va rencontrer plus particulièrement les bruiteurs, on va avoir plus de contact avec les compositeurs de musique. Donc en fait, et du coup on fait des collaborations entre collègues qui nous amènent aussi à faire d'autres films et d'autres films. Voilà,
ça se passe comme ça. Moi, du coup, mon parcours m'a amené, mais parce que c'est aussi comme ça que j'aime le cinéma, moi j'aime des cinémas très différents, à faire des films très différents, à faire des films dans plein de familles, à faire des documentaires assez ardus, à faire des comédies populaires, oui, à faire des films d'action. Enfin, voilà, ça m'a amené assez large et moi j'aimerais garder ce côté hétéroclite, quoi. Ok, t'as pas de genre préféré, avant tout ce que t'aimes c'est la diversité. Ouais. Ok. Est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant? Le métier de monteur son, c'est un métier jeune par rapport à tous les métiers du cinéma. C'est un métier qui est... en vrai, on fait du montage son, c'est-à-dire on met des sons sur un film depuis très longtemps. Mais qu'il y ait une personne qui fasse le montage son de manière spécifique, ça fait très peu de temps. Pour les Français, on dira presque les années 90, quoi. Moi, ça fait seulement 5 ans que sur ma paye, il y a écrit chef monteur son. Avant, il y avait écrit chef monteur. Ça n'existait pas montage son en particulier, même pour Pôle emploi. Donc c'est un métier très jeune et du coup, oui, il a évolué beaucoup parce que les machines ont évolué, parce qu'avant, on pouvait mettre 8 sons en même temps, puis 16, et maintenant, on peut mettre 300, 400 sons en même temps. Donc ce qui a évolué, c'est qu'on a une diversité un panel de sons qu'on peut mettre, mais comme dans beaucoup d'endroits ou dans beaucoup de métiers. Et du coup, la vraie question, c'est de choisir ce qu'on veut mettre et est-ce qu'on a besoin d'en mettre autant. Voilà, c'est plutôt ça qui arrive. Ouais, parce que finalement, avec le fait de pouvoir en mettre encore plus, en effet, il faut faire des choix pour pas mettre tout et n'importe quoi dedans. Oui, surtout que, non, j'espère que ma source est vraie, mais en vrai, je crois que l'oreille humaine peut reconnaître 4 sons de manière consciente en même temps, maximum. Donc vous imaginez, quand vous mettez... Alors quand on en met 300, on n'en met pas 300 différents, on en met 12 pour faire une porte, on en met 6 pour faire un chien. Parce que montage son, c'est ça, c'est qu'on a un élément qu'on doit faire, une porte qui se ferme, mais en fait on va le décortiquer. La poignée, le clac, le grincement, les verrous, enfin voilà. Donc une porte devient 10 sons. Puis en plus on va lui rajouter du poids parce qu'une petite porte c'est peut-être pas intéressant, enfin voilà. Donc dans les 300 sons, en fait, il y en a beaucoup qui vont faire un son. Mais oui, en fait, on est tellement dans l'excès que la vraie question, c'est de quoi on a besoin. On pourrait vraiment tout bruiter, tout super, mais en fait, est-ce que c'est intéressant? Peut-être pas. Ok. Et dans tous les sons que tu récupères, parce que tu récupères le son des acteurs avec les micros, etc., tu as le son avec des bruiteurs. Est-ce que aussi tu te sers de banque de sons, par exemple? Ah oui, ça s'appelle les sonothèques. Et c'est même la base d'un monteur son, il a sa sonothèque. C'est sa richesse, en fait. Donc c'est tous les sons qu'il a récoltés. Enfin, moi, ma sonothèque, elle est constituée comme ça. Soit de banques de sons qui existent déjà. Ça, c'est la base quand on commence. Et puis après, il va rajouter tous les sons des films sur lesquels il a travaillé, de tournage, qu'il a notifié. Et puis il va même en faire pour les films sur lesquels il est. Et voilà. Et puis même en faire en vacances. Et puis voilà, il va comme ça combler sa sonothèque, enregistrer son bébé. Tout est bon à prendre. Et tout arrivera sur la bande son ou pas. Mais en tout cas, oui. C'est même ce qui constitue. Voilà. Parce que un bruiteur, lui, va nous ramener des sons qui sont liés vraiment à l'acteur sur l'image. L'acteur bouge, il touche les objets tombent, il va vraiment faire le son de ce qui agit dans l'image. Le monteur son, il va imaginer tout l'univers qui peut-être n'est pas vu, le décor. Il va ramener du poids aux objets, que c'est pas forcément réel, parce que voilà, un vase qui se casse, en fait, c'est clac, mais en fait on veut du poids, on veut sentir le parquet qui se brise, on veut, j'en sais rien. Enfin, voilà. Il va rajouter toutes ces composantes-là. Il va rajouter ce qu'on appelle des nappes, des fonds, des notes comme ça, qui créent des ambiances. Il va rajouter du vent, il va rajouter des feuilles dans les arbres, il va rajouter des grelots dans la mer, voilà. Et puis après, il va même pousser des fois à associer des sons divers
au son juste ou au son réel. Voilà, voilà, parce que si vous prenez par exemple une mer, c'est toujours intéressant la mer, parce que si vous prenez en son une mer, c'est pas beau. On a envie d'entendre les vagues, on a envie d'entendre l'écume, on a envie d'entendre les galets qui grattent, les coquillages, on a envie d'entendre le petit clapotis. Et c'est là comme ça, comment nous, en tant que monteur son, on constitue ça, pourquoi on le constitue, pourquoi c'est intéressant, est-ce que parce que c'est sensuel, est-ce que parce que c'est hostile, est-ce que c'est... Voilà, c'est tout ça qu'on va ramener en fait, avec le son. On va essayer de déterminer, de qualifier ce qui est à l'image, quoi. Et voilà. C'est-à-dire pour un son de mer, par exemple, tu peux en avoir des dizaines selon ce que ça veut raconter. Ouais. C'est même le propre d'un monteur son, du montage son, c'est qu'on est contraint par une image, parce que le montage image est déjà fait, pratiquement. Il va peut-être un petit peu bouger, mais l'image, elle est déjà faite, l'histoire est là, les personnages parlent. Alors, des fois, on fait des post-synchro, on reprend des phrases et tout ça, mais c'est déjà là. En fait, on pourrait montrer ça, c'est déjà une histoire. En fait, donc il est contraint par tout ça, donc il ne peut pas changer l'histoire, on ne peut pas changer l'histoire. Mais on a une montagne, et on n'entend pas le vent, et on voit que c'est la tempête. Donc il faut créer une tempête, voilà, ou la mer en train de créer une tempête. Dans la sonothèque, il y a 100 sons de vent. Il y en a 40 qui sifflent. Il y en a 30 qui sont froids. Il faut en choisir un, quoi. Donc c'est là que va être le panel de liberté et certainement de subjectivité du monteur son, c'est quel son il va choisir à ce moment-là et pourquoi. Parce que donc il va peut-être qualifier ce qui est face à lui, un objet, son poids, sa texture, une situation, est-ce que donc c'est dangereux, hostile, agréable, joyeux, chaleureux, ou même une musicalité. Et là, c'est là que moi, ça m'intéresse. C'est là que l'écoute est importante, de comment on écoute le monde. C'est que ça va rajouter, oui, je sais pas, une spécificité à... Voilà, dans une mer, est-ce qu'on rajouterait pas un bâton de pluie ? Est-ce qu'on rajouterait pas des perles ? Est-ce qu'on rajouterait pas un sabre ? J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais en fait, on peut être très largement, on peut inventer des choses comme ça. Mais ça n'a de sens que si ça raconte quelque chose de spécifique à l'histoire, quoi. Peut-être un truc ce que j'ai compris, moi, dans ces années-là, c'est que le montage son, spécifiquement, va apporter trois éléments que ni l'image, ni le montage, ni rien d'autre ne peut apporter. Le premier, c'est le décor. C'est-à-dire que l'image, elle va cadrer un décor, et du coup, c'est le son qui va se charger de mettre de la largeur, de spécifier que c'est un café, qu'il y a beaucoup de monde ou pas, que la mer est en colère ou pas, mais aussi est-ce que la plage est très large. Donc le son va vraiment faire ça, ce que peut pas exactement faire l'image ou le montage. Deuxième chose, c'est le temps. Parce que le son, c'est du temps qui coule, qui ne s'arrête pas. L'image, c'est 24 images par seconde. Il y a des laps de non-image. C'est pas du temps c'est du temps haché. Le son, c'est pas du temps haché. Et le son, je parle du son, pas de la musique, pardon, je parle du son, pas de la musique. Le son va avoir le temps de l'image, c'est-à-dire des personnages. Si vous mettez qu'une bande sonore sans musique, vous êtes au temps des personnages qui sont dans le cadre. Vous n'êtes pas, si vous rajoutez une musique, vous êtes au temps du réalisateur, vous êtes au temps du spectateur qui regarde l'image et qui va se dire « Ah, c'est mélancolique, ah, c'est triste, ah, je sais pas quoi », mais qui va se détacher de l'image, alors que le son, il reste dans l'image. Il ne fait que raconter le temps de la narration, en fait. Et le troisième élément, c'est les corps, c'est-à-dire donc ce que je dis depuis tout à l'heure, la qualification des corps, leur poids, leur couleur, leur aspect, leur qualité, quoi. Si c'est un velours et que vous voyez du velours mais que vous l'entendez, vous savez si c'est un beau velours, pas un beau velours, voilà. Ok, très bien. À quel moment est-ce que tu intègres l'équipe de post-production ? Est-ce que tu intègres à la fin du tournage ? Est-ce que tu es appelé au début ? Est-ce que des fois d'ailleurs tu vas sur les tournages ? Alors, ça dépend des films, évidemment.
Mais oui, c'est même possible que je lise des versions de scénario qui sont voilà, vraiment avant de passer au CNC. Ça arrive de plus en plus que le réalisateur m'appelle, me dise est-ce que tu peux lire le scénario, on va avoir des questions sur le son, quelle piste tu nous donnes pour pouvoir défendre ça devant un jury qui s'intéresse à la bande sonore. Bon, ça c'est une petite aparté, mais c'est déjà un moment en fait de préparation. Même si quand le film arrive, on est plus sur les mêmes questions, au moins à ce moment-là, on a déjà réfléchi avec le réalisateur au son de son film. Le tournage, moi j'y vais pas. Je sais pas si j'ai des collègues qui y vont. C'est un peu une partie, on écoute les sons. Des fois, on nous envoie les sons, on a des rapports avec les ingé-sons, avant le tournage particulièrement, pendant aussi, quand il y a des petites questions techniques qui se posent, ou quand il y a des ambiances, c'est-à-dire des enregistrements qu'ils peuvent pas faire, etc. Et puis, en production, alors si on arrive tard, parce que ça arrive aussi, si on arrive pendant la post-prod, généralement, on est en lien avec le montage. On voit des versions de montage. On regarde le film, en gros, on le découvre. Si on n'a pas lu le scénario, si on a lu le scénario, on le regarde et on a des petits commentaires. C'est toujours intéressant parce que généralement, les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme son sur cette scène ? Et si on ne trouve pas, c'est que peut-être la scène n'est pas assez précise dans ce qu'elle raconte, déjà au montage. Voilà, en fait, on peut intervenir dans toutes les étapes, quoi. Et du coup, avec quels autres métiers de la post-production travailles-tu ? Mixeur son, doubleur, compositeur ? Eh ben, un peu tous. Puisqu'on a un peu l'étape... La première étape, c'est le montage image, qui est très importante, avec un monteur image qui, avant, supervisait, alors certains le continuent à le faire, c'est-à-dire superviser toute la post-production. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont plus payés pour le faire aussi, et parce que comme le montage son est devenu une étape de plus en plus importante, il y a un peu deux métiers qui se répondent, mais qui n'abordent pas exactement les mêmes questions, puisque le monteur son va vraiment aborder les questions de son. Donc le compositeur va commencer à composer des musiques pour le montage image, mais ne les aura pas finies. On appelle ça des maquettes. Donc c'est les premiers jets de musique que nous on va avoir, donc on va travailler ou non, on va avoir des liens avec le compositeur, on peut avoir des commentaires, c'est surtout le monteur image qui fait ça, mais ça peut être nous. Et il va pouvoir composer des fois jusqu'à la veille du mixage ou même pendant le mixage, ce qui n'est pas toujours idéal, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on a un lien en effet avec le bruiteur, puisque comme nous, généralement quand le film arrive en bruitage, ça fait quand même quelques semaines qu'on est déjà dessus. Donc on a quelques envies sur des chaussures, sur comment marche le personnage, comment on aimerait bien qu'il le fasse marcher, est-ce qu'il traîne les pattes ou pas, est-ce qu'il est plutôt hyper dynamique et sautillant, parce qu'ils font ça, hein, ils doublent les pas, donc ils doublent aussi, ils caractérisent comment marche le corps. Voilà. Voilà, donc on va donner des petites pistes. Généralement, on écoute le travail du bruiteur tous les soirs ou tous les 2 soirs qu'on reçoit. On n'y va pas parce qu'on n'a plus le temps. Avant, moi, j'y allais, mais on n'a plus le temps, donc malheureusement, voilà, on communique comme ça. Et du coup, le bruiteur, c'est toi qui décides qu'il y a besoin d'un nouveau bruit ? Alors après, le bruiteur, c'est son métier quand même. Donc lui, il voit l'image, il dit « Ah, tiens, je vais faire les pas, après, je vais faire ce qu'on appelle la présence. » Donc tu verras, un bruiteur t'expliquera, voilà. C'est un truc assez... Oui, parce que dans tous les cas, de toute façon, le film, il passe par la phase bruitage, en fait. Quand il a de l'argent. Mais c'est vraiment, en long métrage, oui, c'est 95% du temps. Ouais. Il y a toujours du bruitage. Donc, ils ont un œil, ils savent, ils voient un objet, paf, on va faire le verre, clac, la chaise qu'on pousse, la porte, on va faire une petite poignée. Voilà, ils vont faire des éléments comme ça, donc ils ont un savoir-faire qui leur permettent de voir tout de suite ce qu'il y a à faire. Mais après, nous, on peut rajouter une petite note, genre, oui, nous savons que c'est du carrelage, mais on préférait que ce soit du bois, tricher le sol. Ah bon, pourquoi ? Bon, on explique pourquoi. Voilà, je t'ai eu un exemple un peu bébête, mais voilà. Là, par exemple, dans la Troisième Guerre, la question se posait sur les armes. Est-ce que, normalement, c'est des sentinelles
qui parcourent la ville de Paris, normalement, ne font pas de bruit. C'est les soldats. Un soldat ne fait pas de bruit. Sauf qu'au cinéma, un soldat fait du bruit. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme bruit ? Quel genre de cliquetis de fusil ? Est-ce que les pas sont lourds ? Voilà. On va pouvoir discuter un petit peu de ce genre de choses qui sont liées à la narration du film, quoi. Ok, et du coup, est-ce que tu côtoies aussi le doublage ? Enfin, comment ça se passe pour le doublage par rapport à toi ? En fiction particulièrement, ou en série, donc peut avoir un monteur qui s'occupe que des paroles, donc c'est-à-dire qui va récupérer tous les sons du tournage, les nettoyer, éviter d'avoir le boom de perche, le petit dans la voix, etc. Changer des mots quand ils sont moins bien joués, ou alors quand leur intention, c'est plutôt ça, quand l'intention de l'acteur n'est pas exactement celle qu'on voudrait, quand le montage a changé les scènes de place, et que du coup, bah oui, il n'est pas exactement au même endroit, le personnage, donc il faut un petit peu l'aider. Quand il y a un avion qui passe dans la prise, mais que la prise est super à l'image, et qu'il faut quand même qu'on entende, voilà. Donc on va commencer à utiliser le plus possible tout ce qui a été fait sur le tournage, et puis il y a des fois où on ne peut pas. Il n'y a aucune fois où l'acteur a dit la phrase comme vous voudrez, ou sans interruption de quelque chose d'extérieur. Et des fois même, on a des phrases qu'on veut rajouter parce que y a des choses qu'on ne comprend pas. Cette étape, on se réunit tous, monteur son, monteur parole et réalisateur, et un directeur de plateau, on appelle ça, pour déterminer tout ce qu'on veut refaire. Ça s'appelle une détection. Donc on passe une soirée à regarder le film et à dire bon, ça on veut refaire, ça on veut refaire, ça on veut refaire, pour la pause synchro. Et après arrive la pause synchro, où quand on peut, on y va, parce que c'est quand même super. Et voilà, et on vérifie que on a ce qu'il faut, que les intentions sont les bonnes, etc. Pour le monteur son, particulièrement, ce qui va l'intéresser, c'est les voix qu'on va rajouter dans le décor. Par exemple, vous êtes dans un café, quand vous tournez une scène dans un café, vous demandez aux gens autour de ne pas parler, mais de faire semblant de parler, ou de faire semblant de manger. Parce qu'il faut qu'ils soient là, et qu'ils soient vivants, il ne faut pas qu'ils fassent de bruit. Et du coup, tout ça, il faut le refaire en son. Donc, en montage son, on refait les couverts, les gens qui bougent, on fait un peu des voix un peu floues, et puis on va demander en post-synchro à ce que telle personne qu'on voit à l'image dise une petite phrase, et puis quelqu'un d'autre, voilà. Donc on va demander à des acteurs de venir et d'animer le décor. Donc c'est là que le monteur son va plutôt intervenir pour dire, là, moi j'aimerais des éléments plus précis, j'aimerais qu'il parle de ça, voilà. Alors que c'est des choses que, dans un film, vous n'entendez pas. C'est juste une sensation que les corps existent. Voilà. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai interviewé un ingénieur du son dans mon premier épisode, et il me situait à peu près il m'a dit à peu près le même exemple du café, etc. Et que des fois, en gros, soit, en effet, il faisait pas de bruit, etc. Mais du coup, ce qui se passait, c'est qu'une fois que les acteurs ont fini de tourner la scène, ils gardaient les gens pour faire une ambiance, justement, de café. Donc je suppose que c'est ça aussi qui se passe au montage son, soit tu as l'ambiance de café qui est directement faite pendant le film, soit c'est à toi, dans ta banque de sons, de la refaire. En fait, c'est tout. C'est-à-dire que l'ambiance va servir. L'ambiance qui est faite sur le tournage va servir, mais ne va pas suffire. Ça suffit jamais. Donc il va falloir rajouter encore une couche, il va falloir rajouter le serveur qui passe derrière et qui ouvre la porte, il va falloir rajouter plus de masse, plus de foule, parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a jamais... Ouais, on n'entend jamais ce qu'on voit, le nombre de personnes que l'on voit. Et puis aussi parce que, et ça c'est un élément aussi, voilà, c'est que le cinéma au fur et à mesure s'est ouvert. C'est-à-dire a voulu avoir un son qui était de plus en plus immersif ou englobant. Et donc l'ingénieur du son, de plus en plus, prend des sons qui vont être diffusés dans la salle de manière assez large, mais il va quand même toujours falloir en rajouter un peu plus pour immerger ou englober le spectateur. En fait, la réalité, c'est pas assez fort, il faut en faire un peu plus pour qu'on s'y sente vraiment, en fait. C'est un peu ça, non ? Oui, et c'est surtout que la réalité n'est pas toujours intéressante. C'est pas faux. Donc il va falloir amener une ambiance
ce café, est-ce qu'il est chic ou pas. Les figurants qui font des ambiances, vont pas forcément savoir. Enfin, voilà. Donc nous, on va rajouter du chic ou pas du chic, du, de la science-fiction ou pas de la science-fiction, du danger ou pas du danger. C'est toujours pareil, ce que je raconte. C'est qu'on va rajouter quelque chose de l'ordre d'une qualité qui va nous raconter si le lieu dans lequel on est neutre, juste ou autre chose. Ok, et du coup, pendant le tournage, justement, est-ce que tu as des contacts avec l'ingénieur du son en direct un peu? Est-ce que lui peut te contacter si, je sais pas, il se pose des questions sur telle ou telle bande? Oui, bah du coup, oui, ça arrive qu'il appelle. Là, sur un film, il y en a l'ingénieur du son m'a appelé pour savoir, parce qu'il va y avoir un karaoké, comment on s'organise. Dire voilà, la réalisatrice ou le réalisateur veut ça. Je sais que ça va être compliqué au montage. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux proposer comme solution pour que vous puissiez avoir le plus? Parce que l'ingénieur du son, son souci, et il est le bon, c'est que tous les sons qu'il enregistre soient les plus utilisés. C'est-à-dire que voilà, c'est le son du direct, c'est assez important qu'on ne fasse pas revenir les acteurs en post-synchro. Voilà, c'est un peu lui j'allais dire son obsession, mais en tout cas son travail il est basé là-dessus. En post-prod, moi j'ai pas peur de la post-synchro, des réalisateurs ont peur, des acteurs ont peur de ça, donc il faut être un peu vigilant. Et oui, tout ce qui est pris sur le tournage, c'est généralement plein d'éléments clés, mais c'est jamais... Enfin, ça suffit pas, comme tu dirais. En tout cas, c'est jamais tout seul. Voilà. Ok. Tu disais tout à l'heure que tu étais dans les derniers maillons de la chaîne de production du film. Donc quand tu récupères le long métrage, qu'est-ce qui reste comme étape concrètement? Et est-ce que le ou la réalisatrice est présent pendant toute cette phase? Ok. Alors, quand on arrive au montage son, le montage image est plus ou moins fini. Enfin, faut pas dire plus ou moins. C'est-à-dire que il y a souvent, de plus en plus d'ailleurs, des retours en arrière. Le réalisateur, ayant un peu de temps, réfléchit, se dit tiens, si je remontais l'image, bref. Nous, on a commencé l'étape. On sait que on va certainement devoir faire en sorte de remonter l'image. Enfin, c'est pas clair. Je sais pas comment expliquer ça, mais C'est juste ça va, c'est clair. Remonter l'image, tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire que pendant que nous, on travaille sur une image qui est fixe, et qui a été fixée, on sait que le réalisateur et le monteur image continuent le travail, ou peuvent revenir en montage. Donc ce qu'on fait est parfois ce qui va être, ou souvent modifié, quoi. Bon, on espère que c'est... Enfin, en même temps, des fois, c'est bien que ce soit modifié. Hein. Des fois, ça fait du bien au film aussi d'être remonté. Mais du coup, on a toujours on sait que c'est notre étape. On n'est pas forcément sur une image qui restera celle-là. Bon, ça, c'était un petit... Sinon, les étapes qui doivent se faire, donc, c'est la post-synchro, le bruitage, la finalisation du code de la composition musicale. Et généralement, on espère que l'étalonnage se passe avant... Donc la dernière étape du son, le mixage, et le mixage. On espère parce que le rapport de la couleur et de l'image est importante pour le mixeur. Voilà. Il y avait une autre question dans ta question. C'était savoir si le ou la réalisatrice était présent pendant cette phase. Alors ça dépend du réalisateur et de la réalisatrice, mais en règle générale, plus de la moitié du temps, même largement plus de la moitié du temps, on travaille seul. Et parce que voilà, il faut choisir tous les sons, qu'il y a plein de sons, que c'est pas très intéressant toujours pour le réalisateur, et qu'on préfère leur montrer, enfin moi je préfère leur montrer quelque chose que j'ai à peu près réfléchi, à peu près abouti, pour qu'ils réagissent. Et qu'ils disent non, j'imaginais pas ça comme ça. Oui, voilà. Donc en gros, oui, on a un rapport de 70-80% à 20, quoi. Où il est là. Mais il est là généralement sur la fin. Mais après, il y a peut-être aussi des réalisateurs ou réalisatrices qui sont plus attachés au son que d'autres, peut-être. Oui, ça n'a pas forcément rapport. C'est parce que l'étape est assez laborieuse. donc ils peuvent être très, très sensibles, mais des fois, c'est pas forcément bien qu'ils soient là tout le temps. Puisque du coup, leur oreille,
elle devient comme la nôtre, elle est un peu confuse, elle oublie. Ouais, donc on part un peu dans des délires des fois, donc on oublie que bah non, c'est pas ça que raconte la scène. Donc on est bien content qu'un réalisateur soit là qui dise non, là on n'écoute pas assez le personnage, là c'est pas exactement ça que je voudrais. Voilà. Donc c'est aussi un dialogue. Mais à la fin, donc les derniers jours, on reste quand même ensemble. Moi j'aime bien que les réalisateurs et les réalisatrices soient là pour vraiment être sûr de la direction et de l'esthétique qu'on a choisie. Voilà. Très clair. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi ? C'est quand même un travail devant un ordinateur. Hein. Donc on arrive, il y a des petites habitudes, on prend un petit café, on prend un petit thé, on s'installe. Alors si on est au milieu du montage, au début, bon, on a plein de petites étapes techniques, mais si on est au milieu du montage, moi j'aime bien réécouter ce que j'ai fait la veille, rectifier ce que j'ai fait la veille, et après, en fait, on a des minutes à faire par jour. C'est très bête, on a tant de semaines de travail, on a un film qui dure tant de temps, il faut pouvoir tout faire, quoi. Donc, vous avez 7, 8, 9 minutes. Moi, j'aime bien travailler beaucoup de minutes. Voilà, j'aime pas avoir une journée. Enfin, des fois, vous avez une journée où vous passez sur 1 minute et demie, vous passez 5 heures. Parce qu'il y a plein de plans, qu'il y a un camion qui arrive, une voiture qui en sort. Enfin, il y a des actions qu'il faut développer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'il faut monter, quoi. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis des fois, bah non, vous avez des grandes marges, mais en règle générale, il faut être assez rigoureux, quoi. Il faut qu'à la fin de la journée, on ait rempli. Enfin, moi, je sais que je dois remplir un objectif pour avoir 2 semaines où on retravaille avec le réalisateur, avec un peu de chance, mais sinon seul, on retravaille la globalité le plus possible. Moi, j'aime bien refaire beaucoup de fois le travail. Je sais que j'ai des collègues qui vont faire une passe du film et puis quelques retouches et ce sera nickel, quoi. Moi, je sais que j'aime en faire une passe, faire deux passes, faire 3 passes, 4 passes et puis voilà, pour aboutir à quelque chose de complexe ou dense ou parce que j'ai besoin de ça, parce que j'ai besoin de beaucoup travailler, quoi. Ouais, c'est ta manière de faire. Exactement, c'est ma méthodologie. Et du coup, est-ce que tu arrives à savoir à l'avance combien de temps tu vas mettre sur un long métrage ? Oui, on le négocie. Donc en gros, un long métrage, aujourd'hui, un long métrage d'1h30, 1h45, c'est 7 semaines de montage son, 8 semaines au mieux, 6 semaines au pire, 6 semaines, je pense qu'on n'y arrive pas en vrai, et 4 semaines où on va s'occuper que des paroles. Donc c'est un total de 11-12 semaines, en gros. Mais ça, du coup, pareil, ça a pondéré en fonction de s'il y a beaucoup d'acteurs ou... Non, même pas. C'est en fonction du budget. Ah, ok. On peut vous dire, vous faites un film dans l'espace, vous avez 6 semaines, il fait 1h50, c'est possible. Vous êtes là, ça va être compliqué. Mais, voilà, on sait que ça prend... Voilà. Oui, on peut déterminer un peu à la marge ce qui va nous manquer. Mais c'est pas tant... Si, sur les paroles, par exemple, en comédie, comme ça parle beaucoup, il faut du temps pour les paroles. Il faut du temps pour les nettoyer, pour choisir, pour que la blague, elle sonne bien. Il faut bien choisir les paroles qu'on y met, quoi. Donc on va plutôt axer, moi je sais qu'en comédie, j'axe plutôt à ce que le monteur des paroles, il ait du temps. Mais voilà, sur les autres films, il faut 7-8 semaines, quoi. Mais 8 semaines, on les a plus, malheureusement. Mais du coup, monteur des paroles, tu le fais toi des fois ou jamais ? Ça m'arrive maintenant. Je m'y mets maintenant. Avant, j'étais un peu timide. Donc des fois, du coup, tu fais un peu les deux. Tu fais et dialogue et son. Alors je fais les deux quand c'est du court, c'est sûr, métrage. Et quand c'est du documentaire, ça peut aussi m'arriver. Voilà. Parce que les temps sont beaucoup plus réduits en documentaire, par exemple. On n'a pas autant de temps qu'en fiction parce que la bande-son du documentaire est beaucoup plus riche en soi. On n'arrête pas les voitures en documentaire, on n'arrête pas les gens de parler dans les décors. Donc en fait, ce qu'on rajoute est aussi dépendant de ce qu'il y a déjà, et c'est déjà beaucoup ce qu'il y a. D'accord. Tu as travaillé sur divers projets, dont le film La Troisième Guerre de Giovanni Alois et
Audrey Baron, ainsi que le documentaire La Cordillère des Songes de Patricio Guzman. Dans l'un, le son fait ressentir le suspense, l'urgence des situations, tandis que dans le documentaire, il y a des sons plus basés sur la nature, avec de la voix off. Comment est-ce que tu appréhendes des projets si différents ? Moi, je sais que souvent les projets, je les appréhende. Alors, on parle pas des comédies où vraiment on s'intéresse particulièrement au personnage, puisque ce qui est propre à la comédie, c'est le corps des gens, quoi. C'est ce qu'ils font dans leur contexte. Ça. Mais dans d'une fiction comme La Troisième Guerre ou comme La Cordillère des Songes, ce qui les relie, c'est la musique. C'est qu'il y a pas mal de musique dans les deux. Et c'est la musicalité du monde. Et ce qui est marrant, c'est que les deux sont pas si différents là-dessus, puisque la voix off dans La Cordillère des Songes, c'est celle du réalisateur qui regarde son pays. Et donc c'est très subjectif. Et dans La Troisième Guerre, on est souvent dans le point de vue du personnage interprété par Anthony Bajon, qui c'est donc aussi une subjectivité du monde. Donc c'est comment le son il va raconter leur manière de l'entendre. Voilà, c'est de chercher et voilà, dans un film de Patricio Guzman, c'est comme c'est quelqu'un qui maîtrise plutôt sa matière, sa subjectivité elle est assez présente et j'allais pas dire qu'elle est évidente du tout, mais en tout cas, voilà, c'est lui qui choisit les musiques. Voilà. Donc, elle va se trouver, quoi. Dans La Troisième Guerre, il y avait un compositeur qui avait vraiment très bien travaillé, et particulièrement très bien travaillé aussi avec le monteur image, voilà, pour essayer de déterminer ce qui se passait dans ce personnage qui était celui interprété par Anthony Bajon, quoi. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un montage son ? Donc un film peut-être qui a été plus complexe. Dernièrement, j'ai eu à faire il y a quelques années, j'ai fait un court-métrage qui se basait que sur des photos. Donc c'était pas du film, c'était des photos. C'est pas un bon titre, mais c'est vraiment un enchaînement de photos. De durées très diverses. Et voilà, il fallait faire la bande-son. Il y avait une voix off, mais il fallait essayer de trouver comment on mettait du son sur des photos. Ça, c'était un challenge. Parce qu'il a fallu essayer plein de sons. Voilà, vous voyez, par exemple, une photo, il y a un vélo qui passe. Vous dites, tiens, allez, je te rajoute un vélo. Du coup, vous rajoutez du temps présent, justement. Mais sauf que si vous regardez le vélo, vous regardez plus ce qu'il y a à voir sur la photo. Ah mince, c'est pas ça qu'il faut mettre. Donc fallait tester tout le temps plein de sons. Si on met une ambiance, est-ce que c'est intéressant ? C'est-à-dire, voilà, est-ce que si on met du vent, une circulation de ville, des fois pas du tout. Est-ce que si on met qu'un truc précis, ça nous fait regarder quelque chose de l'image, mais est-ce que ça nous fait regarder comment est l'image ? Il fallait réfléchir à tout ça, en fait. À ce que la photo proposée, qu'est-ce qu'elle cachait, qu'est-ce qu'on voulait dévoiler, et quelle musicalité on y trouvait, quoi. Ça, c'était compliqué. Et du coup, là, tu devais être pas mal épaulé par le réalisateur ou la réalisatrice. Alors, pour le coup, là, oui. On a vraiment fait un travail, on était tout le temps ensemble, quoi. Je crois que j'ai travaillé quelques jours. Je me suis bien confrontée à toutes les problématiques. Et puis là, elle est arrivée et on a même refait du montage image, en fait, puisque faire des photos, mettre des photos sans son qui se suivent, on se rend pas compte, en fait, du temps qu'il faut pour les photos, même de l'ordre. Donc dès qu'on met un son, il y a des choses qui apparaissent, passer d'un gros plan à un plan large, ça marche plus. Donc il fallait refaire du montage et oui, là on était vraiment à quatre mains, j'allais dire. Donc là, du coup, pour une fois, c'est le montage vidéo qui s'est adapté au montage son, en fait. Et oui. Parce que c'est le montage son qui est le temps. Alors là, pour le coup, vraiment. Ouais, forcément. Parmi tous tes projets, le ou lesquels tu as préféré et pourquoi ? Ah, celui-là, c'était pas mal. Conte cruel de Bordeaux, pour ça, c'était vraiment, vraiment bien.
Travailler sur des films de Patrice de Guzman, c'est aussi très intéressant parce que c'est des choses, c'est un mélange de plein d'archives, de présent, de passé, de voix off, de musique. Il y a plein de choses à y faire. Et il est très sensible, donc beaucoup de nature, beaucoup de... Donc ça, c'était aussi... ça, c'est quand on en sort, on est content. Non, mais je crois qu'en fait, tous les projets sont intéressants parce qu'une comédie, par exemple, ça peut être moins stimulant sur le son parce que vous devez faire en sorte, voilà, dans la comédie, surtout ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte qu'on croit au lieu. Il y a beaucoup de films comme ça, il faut juste, en fiction, il faut juste faire croire au spectateur que oui, ça se passe vraiment dans un jardin, oui, c'est vraiment des personnages, voilà. Mais non, ce qui est passionnant, c'est de voir les acteurs jouer. Alors ça, c'est génial. Voilà, en comédie, du coup, c'est... vous vous dites, ah tiens, et si t'as pas un autre truc, une autre petite réplique là, qui est peut-être un petit peu plus pointue là, non, voilà, ou il est un peu plus drôle, ou alors il est un peu plus sarcastique. Ouais, ça, c'est les voir bouger, généralement. C'est voir une Karine Viard bouger, c'est extra, quoi. Enfin, Jean-Paul Rouve bouger, c'est super. Voir Tim Seed s'énerver, voilà, moi, ça me rappelle, ça y est, je suis encore spectatrice, quoi. Je crois vraiment que l'étape de montage son, c'est un peu la première étape où, comme le film est fini narrativement, c'est un peu une étape de spectateur. C'est-à-dire que moi, je sais que je me positionne d'abord comme spectatrice. Je regarde le film, je me dis... Qu'est-ce qui marche pas, où est-ce que j'ai été émue, où est-ce que j'ai rigolé, où est-ce que j'ai pas rigolé, où est-ce que j'ai décroché, où est-ce que... Voilà. Et je me dis, et qu'est-ce que, du coup, j'apporte à tout ça, quoi. Mais c'est déjà un regard qui regarde le film et qui va le compléter pour que... ils soient encore plus clairs, quoi. Ils sont encore plus... Et est-ce que ça t'arrive justement, c'est intéressant ça, c'est vrai que d'être la première spectatrice. Enfin, voilà, peut-être que tout le monde ne serait pas d'accord, Oui. on est bien d'accord. C'est moi, en tout cas, la position que je me donne. C'est Ok. de me dire, voilà, moi j'ai la chance de découvrir le film en tant que spectatrice, qu'est-ce que j'en dis, quoi. Ok, mais du coup ça t'est déjà arrivé d'en parler avec le réalisateur ou la réalisatrice Ah bah oui. C'est la première vision, c'est très important de savoir parce qu'on les voit, les films, 20, 30, 40, 50 fois. Donc la 50e fois, on oublie que cette phrase-là, la première fois, on l'a pas entendue, deux, on l'a pas comprise, trois, on l'a pas trouvée drôle. Alors que c'est très important, parce que ça se trouve, elle n'est pas plus drôle maintenant. C'est juste qu'on s'y est habitué. Donc non, c'est vraiment, c'est des choses à noter. Enfin, presque, c'est très important de noter ce qu'on ressent, quoi, la première fois. Quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail? Alors, il y a des... faut être un peu fou pour faire ce travail, il faut quand même le savoir, parce qu'on est souvent seul. Donc... Mais il y a des moments où quand un son... quand un son rentre et qu'on se dit ça fait ça y est, je suis dans la montagne, là, ça y est, c'est une mer, ça y est. Oh là, c'est super ça. Bon, le lendemain, on réécoute et on se dit bon, c'est un peu moins bien que ce que j'avais en tête, mais non, c'est pour ça aussi qu'on fait. Donc il y a ces moments-là, il y a les moments aussi, moi, où après qu'on est vraiment beaucoup, enfin moi, après j'ai beaucoup travaillé, beaucoup rajouté de son, au moment où justement j'ai fait ma première version, je peux re-regarder le film, re-regarder les personnages, et en documentaire c'est très chouette parce qu'il y a des fois où le son est trop important sur les personnages, il prend trop le pas et on se dit mais non, on l'a perdu, donc on enlève, on retrouve un peu les personnages, les acteurs, ça c'est très important. Enfin moi je sais qu'il y a un côté chez moi d'anthropologie qui m'intéresse, de voir comment un acteur va jouer une psychologie, ou comment on l'aide à ça, comment on essaie de pas tuer son travail, comment ça c'est assez génial. Donc ça c'est des moments un peu seul à seul, et puis seul face au travail. Et après il y a les moments où quand vous avez une équipe soudée, même si le film est dur, c'est les moments où de collaboration, c'est quand même chouette. Ça peut être dur, mais ça peut être très chouette quand on sait le film qu'on veut faire, quoi, et qu'on cherche. Et du coup, dernière question. Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? Monteur-parole.
Ça, je pense que ce serait un super épisode. Et puis... Ouais, Bruteur, j'ai hâte. Et la composition musicale, parce que alors, ouais, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais le rapport au compositeur est pas toujours le plus simple, parce que c'est très dur pour eux. Ils font de la composition musicale, ils donnent leur travail, et ils sont pas là en mixage. C'est pas eux qui la mettent, tu vois, qui maîtrisent comment la musique va sonner. Et une musique qui sonne pour le cinéma et pour un film, ça n'a rien à voir avec une musique qui sonne pour elle-même. Elle est obligée d'être tordue, elle est obligée d'être coupée, on la martyrise un peu, la musique. Mais on est obligé, parce que sinon ça marche pas, sinon on entend que la musique et puis on oublie le film. Des fois ils le savent, et des fois c'est dur. En fait, en vrai, c'est toujours dur de laisser son travail, de pas savoir ce qui va devenir, quoi. Donc moi je suis assez curieuse de voir comment eux ils en parlent, en fait. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Claire. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.